sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, sur Europe 1, nous prenons la direction de l'Inde avec Franck Ferrand sur les traces d'un des plus grands personnages du XXe siècle, le Mahatma Gandhi. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous dites l'Inde, à l'époque on pourrait même dire les Indes, puisque c'est grâce à Gandhi évidemment que ces Indes vont devenir indépendantes. En 1947. Ce sera évidemment le grand héritage du Mahatma Gandhi, mais il y en a bien d'autres. Il y a toute une philosophie gandhienne dont nous verrons d'ailleurs qu'elle n'est pas si récente, qu'elle s'appuie sur de très très vieilles sources. C'est tout cela que je vous propose de découvrir à une époque où finalement ça tombe bien, car nous traversons des temps un peu troublés. Nous avons besoin de références comme celle de Gandhi. Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir pendant l'émission via deux biais. Facebook, la page de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire, mais également en nous envoyant des commentaires, des réactions, des questions aussi sur le site d'Europe 1, je le rappelle, www.europe1.fr. Tout le monde est bienvenu, nous sommes tout oui. – 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Tout le monde garde dans un coin de sa mémoire l'image de cette silhouette si fragile et pourtant tellement forte, indestructible au fond. Cette silhouette si pauvre d'apparence et en vérité si riche de son immense force d'âme. Le Mahatma Gandhi, naturellement au premier regard, c'est ce petit crâne rond presque chauve avec des lunettes de métal, cette poitrine creuse et ses genoux cagneux. Le petit bonhomme chemine en pagne et en sandales, une sorte de gros châle blanc jeté sur ses épaules. Qui aurait dit qu'il deviendrait pour très longtemps et peut-être à jamais l'incarnation de tous les démunis? Qui aurait pensé qu'un tel homme aurait pu être reçu avec les marques de respect qu'on réserve habituellement aux souverains par tout ce que l'Occident pouvait compter de gens d'importance? Cet homme a su faire entendre pour toujours un langage de vérité, de non-violence constructive. Attention, quand on dit non-violence, on est loin de la mièvrerie. C'est là qu'il faut recourir à la notion de satyagraha qui, au sens propre, veut dire la vérité par la force de l'âme. C'est une notion très subtile sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, une notion que nous creuserons dans la deuxième partie de cette émission. Aujourd'hui, nous allons évoquer le Mahatma, ce qui, là encore, ne veut pas seulement dire la grande âme, c'est le poète Rabindranath Tagore qui, le premier, avait qualifié Gandhi de Mahatma. Le Mahatma, c'est celui dont les pensées, les paroles et les actes ne font qu'un parce qu'ils ont atteint l'harmonie. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, nous ne voyagerons pas très loin dans le temps, mais que nous faisons en revanche un très grand saut dans l'espace vers cette Inde, vers ce continent, vers cet univers à part entière. Extrait de la bande originale du film Gandhi de Richard Attenborough, un film qui est sorti en mars 1983, qui est en fait la reconstitution historique à grand spectacle de la vie de celui qu'on surnomma le Mahatma Gandhi. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un long-métrage absolument magnifique, Franck. Un superbe film et qui a beaucoup contribué à mieux faire connaître Gandhi en Occident. Lorsqu'il naît en 1869, dans la petite principauté de Port-Bandar, on est au nord de Bombay, donc au milieu de la côte ouest de l'Inde, le père de Mohandas Karamchand est le principal ministre du prince local, le Maharaja de Kathiawar. L'Inde est à cette époque, vous savez, cette immense mosaïque de petits États dirigés par des Maharajas qui ont fait allégeance à la couronne britannique. Les Anglais sont chez eux là-bas et l'on peut dire que
Gandhi vient au monde à l'apogée de la colonisation. D'ailleurs, il a 8 ans seulement quand la reine Victoria est couronnée impératrice des Indes. Je vous ai dit que le père de Mohandas, c'est son prénom, est un personnage relativement important. Cela explique que le jeune homme, après avoir été marié à 14 ans à la jeune Kasturmaï, qui n'en a elle-même que 13 du reste, et dont il est tout de suite amoureux, c'est ce qui explique que ce jeune époux se rende en Angleterre, à Londres même, pour y faire son droit. Mais si son père est assez installé pour l'envoyer là-bas, il n'est en revanche pas assez riche, loin s'en faut, pour lui offrir Oxford ou Cambridge. Et c'est en étudiant pauvre d'une université de 2e ordre que le jeune Mohandas Gandhi va découvrir cette Angleterre qu'il admire beaucoup. Et ça n'est pas le moindre des paradoxes de son destin, qu'il admirera toujours. Là encore, il faut tordre le cou à cette idée fausse selon laquelle Gandhi aurait contracté à Londres une quelconque antipathie à l'égard des Britanniques. Non seulement le jeune homme admire beaucoup le Royaume-Uni, mais il voue au modèle victorien une véritable fascination. D'ailleurs, lui-même est réputé pour son élégance à cette époque, pour son maintien, son art de nouer une cravate, de porter le chapeau claque, de marcher avec un grand parapluie. C'est ça, Gandhi jeune homme. C'est donc très éloigné de l'image que nous avons conservée, évidemment. Pour autant, Mohandas ne tarde pas à comprendre que quoi qu'il fasse, il ne sera jamais admis dans la bonne société anglaise. Et quand il réalise cela, il cesse du jour au lendemain de courir éperdument après les élégances. Il préfère reporter ses efforts sur son travail universitaire, sur l'autodiscipline, sur l'hygiène de vie, sur la méditation surtout. Chez les gens modestes qui l'hébergent à Londres, il apprend à devenir végétarien, il consacre bientôt ses loisirs à traduire la Bhagavad Gita, le cantique du Seigneur, le poème sacré de son pays. « Lorsque je retourne à la Bhagavad Gita, dira-t-il, je me mets immédiatement à sourire au milieu même des chagrins qui m'éprouvent. » En fait, Gandhi est en train de découvrir son domaine d'élection, qui sera celui de la spiritualité. Alors ça ne l'empêche pas de finir ses études de droit et d'être inscrit au barreau en juin 1891, mais disons-le honnêtement, Gandhi est un avocat médiocre qui se trouve freiné dans son activité par le respect sacro-saint de la vérité. Voilà prononcer le mot important de toute cette affaire, de toute cette existence. Parfois dans les affaires juridiques, ça fait qu'il faut s'arranger un peu avec la vérité, et cela, Maître Gandhi ne sait pas le faire. Il va exercer un peu à Bombay, mais sans succès. Il trouve le moyen d'ailleurs de se brouiller avec l'agent britannique de Port-Bandar, ce qui lui barre tout espoir de succéder un jour à son père. Aussi va-t-il sauter sur l'occasion quand on lui offre un poste de conseiller juridique dans une firme indienne qui se trouve située, à très loin d'ici, en Afrique du Sud. On reste, vous me direz, dans l'Empire britannique. Voilà donc Mohandas Karamchand Gandhi, 24 ans, installé à Durban, en Afrique du Sud. Il est ce qu'on nomme là-bas, sans distinction d'origine sociale ou d'emploi, un coolie, autant dire une sorte de métèque d'origine indienne. Il va bientôt comprendre ce que cela signifie, beaucoup plus tard, quand un missionnaire catholique lui demandera quelle aura été finalement l'expérience la plus déterminante de son existence, il répondra « Ce qui s'est passé une certaine nuit à la gare de Maritzburg ». Alors, que s'est-il passé cette fameuse nuit ? Eh bien, Gandhi était en train, il était en première avec un billet de première classe, et voilà qu'à Maritzburg monte un passager blanc, on est en plein milieu de la nuit, le passager convoque l'agent de la société de chemin de fer et exige que ce coolie quitte les lieux et lui laisse le compartiment de première classe. Et comme Gandhi se défend, comme Gandhi n'est pas d'accord, eh bien le ton monte, les choses dégénèrent, et le voilà qui se retrouve sur le quai. Gandhi, à ce moment-là, est confronté pour la première fois de sa vie à l'injustice. Autant ses fonctions juridiques ne le captivent pas, autant la lutte effective contre cette injustice va le transporter. Peu de temps après cet incident de Maritzburg, le voilà qui réunit des coulisses comme lui dans une salle de conférence et avec des mots simples, limpides, il leur fait prendre conscience de l'injustice de leur situation. Et bientôt, c'est toute l'élite de la colonie indienne de Durban qui se met à l'écouter, à l'apprécier, à le suivre déjà. Attention, il ne faudrait pas croire que son discours soit tant soit peu complaisant à l'égard de ses compatriotes. « Vous êtes persécutés ici, leur dit-il,
mais persécuteur ailleurs. Vous voyez déjà cette notion d'exemplarité qui se dessine dans le propos, dans la philosophie gandhienne. Peu à peu, les années passant, il était parti à Durban pour 1 an, il va rester en fait 21 ans en Afrique du Sud, où sa chère femme l'a rejoint. Donc petit à petit, Gandhi est devenu non seulement le porte-parole des immigrés indiens en Afrique du Sud, mais plus généralement le défenseur des exploités et des déshérités. Les autorités britanniques locales le jettent plusieurs fois en prison, ce qui paraît n'avoir sur lui aucun effet. Et un beau jour, après une violente grève de mineurs qui a fait pas mal de morts, eh bien Gandhi apparaît dans une réunion publique vêtu de son fameux pagne, de ce châle. Nous verrons comment il faut appeler tous ses attributs vestimentaires. Il est jambes nues, pieds nus, dans ses sandales. Il explique à la foule de ses admirateurs, il en a déjà beaucoup à cette époque, qu'il a revêtu ses vêtements traditionnels de son pays en hommage aux mineurs décédés. On peut dire qu'une silhouette est née. Ces sandales, il les a du reste confectionnées en prison. Avant son départ d'Afrique du Sud, il en fera don au général Smuts, son intransigeant adversaire anglais, garant de l'ordre établi dans cette contrée très lointaine. C'est cet homme de répression qui dira plus tard, je le cite, « J'ai souvent porté ces sandales et pourtant, je ne suis pas digne de marcher dans les chaussures d'un si grand homme. » Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire d'un héros indien qui a consacré sa vie au service de la non-violence, Europe 1 rend aujourd'hui hommage avec vous, Franck Ferrand, à Mohandas Karamchand Gandhi. Oui, Gandhi qui va donc quitter l'Afrique du Sud en juillet 1914, juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Du reste, il est important de souligner qu'il prend parti dans cette guerre comme dans celle des Boers pour l'Angleterre. Il en profite pour effectuer d'abord un nouveau séjour en Angleterre et puis il regagne sa terre natale. À cette époque-là, il a déjà 45 ans. Or, pour le moment, il a très peu vécu en Inde. Il en connaît la spiritualité, les traditions, mais c'est maintenant qu'il en découvre les misères et les scandales. En 1916, il entreprend un grand voyage pour découvrir cette Inde et au retour de cette tournée initiale, et j'aurais presque envie de dire initiatique, il s'installe pas loin d'Ahmadabad, dans sa région d'origine. C'est cette même année que Gandhi va participer à la grande session annuelle du parti du Congrès qui est en train de devenir un parti nationaliste à ce moment-là. Au cours de cette session, il rencontre un paysan du royaume de Bihar qui se plaint d'être opprimé par le système seigneurial en vigueur dans cette principauté. Alors, Gandhi accepte de l'accompagner dans son village et sur place, il constate une situation qu'il juge totalement scandaleuse. On cultive l'indigo dans cette région. Or, c'est l'époque où les Allemands ont inventé une teinture chimique qui rend l'indigo quasiment obsolète. Donc, on en est à supprimer les cultures par centaines d'hectares, sans indemniser, faut-il le préciser, les petits propriétaires. Gandhi trouve cette situation léonine. Il prend fait et cause pour les paysans locaux, à tel point qu'il est bientôt jeté en prison. Et l'on va voir le jour de l'audience devant le juge britannique, on va voir des milliers de paysans envahir la ville. Gandhi est dans un premier temps libéré sous caution, et là les paysans menacent les autorités britanniques au cas où on rejetterait Gandhi en prison de se faire incarcérer eux-mêmes. Les autorités à ce moment-là sont carrément débordées et elles décident de ne pas donner suite. Ce qui veut dire que pour la première fois en Inde, la désobéissance civile a gagné. Gandhi va bientôt incarner à lui tout seul cet état d'esprit. Il devient un véritable leader d'opinion, ou plus exactement, une sorte de directeur de conscience collectif. C'est là qu'il devient la fameuse grande âme, Mahatma, en indien. Il s'est constitué à Sabarmati un lieu de retraite. Ce sont quelques maisons basses, 2 ou 3 arbres, des chèvres, la rivière toute proche. C'est l'ashram de Gandhi qu'il appellera Satyagraha Ashram. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Satyagraha ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce concept de non-violence, mais dit comme ça, c'est extrêmement réducteur. Au sens propre, cela veut dire plutôt la vérité par la force d'âme. Gandhi, dans un célèbre texte de 1920, a expliqué ce que cela veut dire. Quand l'âme, écrit-il, étreint la vérité, elle possède une force dont il faut savoir se servir pour sevrer l'adversaire de son erreur, par la patience et la sympathie, pour éveiller chez lui un certain sentiment de chevalerie. On est donc en 1920,
L'année précédente, les lois Rowlatt ont restreint les droits civiques des Indiens, ce qui est quand même une drôle de façon de les remercier d'avoir massivement participé à l'effort de la Première Guerre mondiale. Gandhi décide à ce moment-là une sorte de grève générale qui va peu à peu se mettre à paralyser l'économie. Le 6 avril de cette année 1920, plus personne n'est au travail et le 9, on arrête Gandhi une fois de plus sur la route de Delhi. Le voilà jeté en prison. C'est une explosion de violence pour exiger sa liberté et d'une façon générale, les troubles éclatent à ce moment-là un peu partout. Les Anglais décident de faire un exemple. Ils le feront à Amritsar où le général Dyer, on est là le 13 avril, va littéralement tiré dans la foule. Les Anglais ont tué ce jour-là, d'après l'enquête, 379 personnes. Ils ont laissé 1137 blessés sur le carreau et tout ça en ne tirant que 1650 salves. Vous imaginez le carnage auquel ils se sont livrés. Du reste, on exigera la démission de Dyer et les autorités donneront satisfaction à la population. Maintenant, pour Gandhi, je m'apprêtais à dire la guerre est ouverte, mais vous avez bien sûr compris que lorsqu'on parle de lui, c'est un contresens. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Europe 1, mais aujourd'hui l'honneur, le philosophe et humaniste indien Gandhi, Franck Ferrand. Le plus célèbre exemple, sans doute, de la façon de procéder de Gandhi, c'est la célèbre marche du sel en 1928. Vous savez que les Anglais prélevaient un impôt sur le sel. C'est toujours très impopulaire, ces impôts sur le sel. Pensez à la gabelle en France. Gandhi publie un article dans Indian Opinion pour dénoncer cet impôt qu'il juge injuste entre tous. Et puis, il adresse, là nous sommes le 2 mars 1928, il adresse une lettre au vice-roi des Indes pour dénoncer de multiples abus dont sont victimes ses compatriotes, au premier rang desquels vient cet impôt sur le sel. Il faut tout changer, dit-il, il faut changer, sinon, et là Gandhi précise, sinon je commencerai avec mes collaborateurs à ne plus tenir compte de la loi sur le sel. Le 11 mars, on voit Gandhi toujours dans sa tenue devenue tellement célèbre. On le voit quitter son ashram, il est avec 70 fidèles, il se dirige vers le sud, à 300 km de là, vers le petit port de Dundee. Peu à peu, des gens s'agrègent sur son chemin. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Là, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui accompagnent Gandhi au moment de son arrivée sur la côte, au moment où lui-même va aller prendre de l'eau de mer pour en extraire le sel lui-même. Cette attitude va faire tache d'huile. On suit la marche du sel de Gandhi à travers toute l'Inde et bien au-delà de l'Inde, à travers l'Empire britannique et jusqu'en Occident. Bien sûr, Gandhi, comme d'habitude, est arrêté, mais il n'est pas seul. 60 000 personnes seront arrêtées dans cette affaire. C'est totalement ingérable. Le monde entier a maintenant les yeux rivés sur les prisonniers qu'on décide finalement de relâcher et bientôt tout ça aboutira à ce qu'on appelle le pacte de Delhi. Gandhi, dans cette affaire, a acquis une notoriété, une célébrité mondiale. En 1931, on le verra en Europe. À Londres, bien sûr, il est reçu au 10 Downing Street. Fakir à demi-nu, comme le décrira plus tard Winston Churchill. Il est reçu en Italie par Mussolini, ça pose une question. Il est reçu par Jules Romain en Suisse. Jules Romain est un des esprits qu'il admire, et le moins qu'on puisse dire est que c'est très réciproque. Une grande conscience à l'échelle mondiale est née, une grande conscience pour l'Inde d'abord, bien entendu, dont il va devenir un guide immensément révéré. L'influence de Gandhi devient énorme, inconcevable. Il parvient par sa seule présence, par la seule force de son caractère désormais, à retourner les situations par ce qu'il appelle le jeûne. Entendez tout simplement la grève de la faim. Par exemple, en 1933, pour protester contre la ségrégation électorale qui affecte les intouchables, eh bien, il se lance dans un jeûne, dans une grève de la faim qui va lui permettre d'obtenir gain de cause. En 1935, il obtient par le jeûne des évolutions politiques considérables. La nouvelle
constitution fédérale prévoit l'autonomie de l'Inde à moyen terme. On peut parler à ce moment-là d'un triomphe pour Gandhi. Et en 1937, le parti du Congrès, ce parti du Congrès auquel il participe tellement et qu'il cautionne entièrement, ce parti enregistre une victoire historique. Seulement le problème, c'est que les musulmans indiens commencent à faire grise mine. Leur chef, notamment Jinnah, s'inquiète de l'hégémonie des hindous dans un processus qui doit conduire à l'indépendance, mais qui risque de surtout conduire à l'hégémonie des hindous sur les musulmans. On peut dire que toute la fin de la vie de Gandhi peut se résumer à cette lutte aussi acharnée que pacifique en faveur de la bonne entente entre les deux communautés, hindoues majoritaires et musulmanes minoritaires. Il n'obtiendra pas gain de cause et in fine, il y laissera la vie. Les dernières luttes de Gandhi, son assassinat, mais au-delà sa philosophie et les origines de cette philosophie, eh bien c'est tout ce que nous allons évoquer aussitôt après le flash, en compagnie de mon invité d'aujourd'hui, quelqu'un qui connaît magnifiquement l'Inde et qui sait si bien en parler, Irène Frein. Un extrait d'une musique de Bollywood, c'est un clin d'œil qu'ont fait à l'Inde, vous l'aurez compris, puisque Franck vous parle d'une grande figure humaniste, Gandhi. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Europe 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et pour toutes vos questions et réactions sur le Mahatma Gandhi, n'hésitez pas aujourd'hui à nous envoyer vos messages sur europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. On vous retrouve Franck avec votre invité, les journalistes, historienne et romancière Irène Frein. Irène Frein, auteure, entre de nombreux ouvrages, de ce Gandhi, La liberté en marche, édité par Timée Éditions. C'est une sorte d'album, en fait, et j'allais dire de bréviaire, puisque vous avez, Irène Frein, sélectionné un certain nombre de citations de Gandhi qui égrènent littéralement son parcours à travers toutes les photos, tous les témoignages que vous apportez. C'est Gandhi à la portée de chacun, en cinquantaine de courts textes. On peut dire, sans que vous vous offensiez, que c'est un Gandhi à la portée des enfants, notamment. Aussi, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de donner à mes nièces et à mon neveu. Des adolescents et de quiconque s'intéresse à Gandhi, parce que c'est un message essentiel actuellement pour le monde contemporain, puisque c'est un message de non-violence, d'analyse des rapports entre les humains, de l'harmonie entre eux, et puis aussi une réflexion sur les rapports de l'homme et de la nature. En 1907, les premiers textes écologistes ont été écrits par Gandhi en Afrique du Sud. C'est ça. Alors, Gandhi, à l'époque, est en Afrique du Sud, mais la pensée qui sous-tend l'ensemble de cette action-là est bien une pensée indienne. Et c'est ce qu'on a peut-être tendance en Occident à oublier. Nous résumons Gandhi à cette notion de non-violence et à cette action incroyable, en oubliant un peu que c'est toute une philosophie qui se trouve derrière. Nous allons y venir tout à l'heure à la fin de cette émission, puisque c'est aussi le sujet de votre dernier livre, Irène Frein. Alors, la grande décennie de l'action de Gandhi, ce sont ces années 30 que j'ai été obligé de résumer à peu près 3 minutes tout à l'heure dans la première partie de cette émission. On le voit à ce moment-là devenir l'acteur majeur de ce qui va aboutir à l'indépendance indienne, en fait. Oui, un acteur très présent dans les actualités filmées, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gandhi a un look. Il se promène avec son pagne, avec sa canne. Comment l'appelle-t-on, ce pagne, déjà? Un fakir de Minus, oui. Dans ce dhoti. Dhoti, voilà, ça s'appelle c'est ça, le dhoti. Et il sidère par ce look, d'une part, notamment quand il va à Londres, à Buckingham Palace, et puis d'autre part, le message qui va avec. Et il ira quand même jusqu'à écrire à Hitler pour demander d'épargner les Juifs au nom de la non-violence. Il rencontre Mussolini, il écrit à Hitler. Oui. Ça, ce sont des choses que nous avons un peu de mal aujourd'hui à comprendre. Oui, parce que il était tellement persuadé que de ce que vous avez dit tout à l'heure sur la satyagraha, c'est-à-dire cette force irrésistible de la vérité qui
qui a ce pouvoir de faire ce qu'on appelle en anglais change of mind. Il pense que l'homme peut se transformer. Il n'a pas inclus la monstruosité et l'horreur des dictateurs féroces dans son système de pensée, ce qui peut le faire paraître totalement naïf. Mais peut-être faut-il une forme de naïveté pour transformer le monde. Alors ce qu'il n'a pas compris non plus, c'est cette lutte de plus en plus dure et sanglante qui va opposer au sein même de l'Inde la communauté hindoue à la communauté musulmane. Donc une sorte de guerre de religion qui aboutira à la partition, évidemment. Absolument, parce que il va aller jusqu'à proposer à Nehru que ce soit un musulman qui dirige l'Inde nouvelle. Et alors évidemment, les hindous vont protester violemment, parce que vous savez, il y a autant de fondamentalistes hindous, toujours maintenant, que de fondamentalistes musulmans. Et c'est ça qui aboutira à son assassinat par un fondamentaliste hindou. Voilà, ceux qui le tuent, ce sont bien des hindous. Oui, moi j'ai rencontré des participants mineurs, certes, au complot. Je vous assure que c'était impressionnant. C'était au nom de la religion hindoue, au nom de Kali, au nom de ce polythéisme, et il était toujours des années après convaincu de son bon droit. Au moment de sa mort, Gandhi vient de faire je cherche la date, c'était le 30 septembre 1948. Il vient de faire un jeûne de plus. Il aimerait, dans cette affaire, que l'Inde paie au Pakistan, au tout nouveau Pakistan, une dette de 550 millions de livres que doit l'Inde. Et ça, pour les nationalistes et pour les fondamentalistes hindous, c'est totalement inacceptable. C'est intolérable. Et en plus, ils sont pris par ces jeunes de Gandhi, qui est un très vieux monsieur, en très mauvaise santé. Ce sont des jeunes à mort. C'est-à-dire qu'il dit, je me laisserai mourir. Et donc, on vient à son chevet, on le supplie d'arrêter. Voilà, et puis il est têtu comme une bourrique. Ouais. Et il ne veut pas. Et en fait, Nehru lui-même avait de gros problèmes avec Gandhi. Nehru voulait une Inde moderne, avec des barrages, des usines. Et au nom de son écologisme fondamental, Gandhi disait non. Donc, sur beaucoup de points, il était très, très problématique. Je m'y suis retrouvé dans mes petites notes. C'est le 30 janvier 1948, la mort donc de Gandhi, qui a été considéré comme un événement à l'échelle planétaire. Ça a été un très gros choc. Et il meurt en criant Ram Ram, qui est le nom du dieu de la conservation, Rama, Vishnu, oui, c'est ça. Et le dieu de la nature, celui qu'on retrouve dans mon héros, Jambo, dans la forêt des 29. Ce Gandhi, au moment où il meurt, a réussi politiquement l'indépendance de l'Inde, même s'il n'a pas réussi à s'opposer à la partition entre l'Inde d'un côté et le Pakistan de l'autre. Mais bien au-delà, il a réussi à donner au rapport civique et politique une autre dimension. Il a montré qu'une foule, certes une foule très importante, mais une foule pacifique, par la désobéissance civique, pouvait faire advenir un certain nombre de réformes. C'est une nouveauté radicale, c'est presque de la politique fiction. Encore aujourd'hui, ça nous paraît incroyable. Si ce n'est que c'est une idée de la plus vieille ancienne Inde. C'est ça. Elle a 1800 ans au moins, et c'est l'idée que l'oppresseur va être à un moment écrasé par le sang répandu, et il va être écœuré lui-même de ce qu'il a fait, il va cesser d'être violent. Et ça, c'est une idée extraordinairement ancienne en Inde. L'originalité de Gandhi, c'est d'en avoir fait une arme politique adaptée au conflit du XXe siècle. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On met un coup de projecteur aujourd'hui sur Europe 1, sur un homme politique, un guide spirituel indien, un apôtre de la tolérance. Je parle de Gandhi, Franck. Il y aurait tant et tant de choses à dire, Irène Frein. Vous qui connaissez bien l'Inde, est-ce qu'aujourd'hui encore, la figure du Mahatma Gandhi est présente à l'esprit des Indiens ? Hélas non. Non. Hélas non, les jeunes l'ont oublié. Il est présent sur les billets de banque, sur toutes sortes de timbres, de statues, mais ça paraît une vieille lune. Et pour beaucoup d'Indiens, l'Inde c'est la modernité, c'est Bangalore, l'informatique, gagner beaucoup d'argent, déforester, hélas. Et à côté de ça, pourtant, Gandhi aura influencé bien loin de l'Inde un certain nombre de très grands leaders. Je pense évidemment à Martin Luther King. Absolument. Il a inspiré aussi Barack Obama, qui se réfère constamment à Gandhi. Et quand Barack Obama a fait son voyage en Inde récemment, il a voulu aller voir les lieux importants de la vie de Gandhi, au grand désespoir des autorités gouvernementales indiennes.
Alors, nous n'allons pas nous appesantir sur tous les aspects de la vie de Gandhi. Il faut juste dire, parce qu'on pourrait nous reprocher de ne pas le faire, qu'il n'avait pas que de très bons côtés. Il pouvait être assez autoritaire. On dit qu'il aimait bien aussi les jeunes femmes. Enfin, on sait quand même qu'il y a quelques parts d'ombre dans cette lumière. Il y a des parts d'ombre. On dit qu'il avait voulu éprouver le principe de chasteté, qui est un vieux principe des ascètes indiens, en dormant tous les soirs avec une très jeune fille, sa nièce, et certains disaient qu'il ne faisait pas que dormir. Et ça a mis Gandhi en difficulté. Nehru est devenu foudrage. Donc, Nehru, c'est le patron du Congrès. Du Congrès, c'était lui qui dirigeait l'Inde. Qui est le père d'Indira Gandhi, du reste. Voilà, au début de l'indépendance. Et à un moment, Nehru a vu le moment où le scandale allait être tel que toute son œuvre serait par terre. Ce Gandhi a été une vraie conscience, il a été l'homme de la non-violence. Il y a un aspect qui, moi, me touche peut-être encore plus, il a été l'homme de la vérité. C'est pour lui une notion centrale, essentielle, lumineuse. Mais encore une fois, c'est la plus vieille Inde qui a réfléchi là-dessus. Les grands philosophes indiens dès 1800 avant Jésus-Christ, ça parcourt toute la philosophie, toutes les philosophies qui naissent en Inde, le bouddhisme, le jaïnisme, ce fameux Jambo qui est le héros écologiste de la forêt des 29 au XVe siècle, il met la vérité au centre de tout et dans ces communautés, il faut absolument pratiquer la vérité. Donc il n'est pas original, il ne fait que reprendre une ancienne tradition et des philosophes. Et la réactualiser, mais alors avec quelle force. Nous allons venir justement à votre ouvrage La forêt des 29 dans un instant. Auparavant, j'aimerais vous faire entendre la réaction de Jacques Weber. Il y a quelques semaines encore, je présentais une émission qui s'appelait Mon héros dans l'histoire et Jacques Weber était venu nous parler de Gandhi et notamment de cet aspect très particulier de cette vérité à nu. La vérité à nu, la vérité philosophique peut faire extrêmement peur. C'est Diogène, c'est Socrate. Et à partir du moment où l'acte est en osmose avec la parole, là, il y a quelque chose d'extraordinairement dangereux pour les gens dont le pouvoir est établi sur une forme de mensonge, qu'on le veuille ou non. Même les aléas et la perversité du jeu démocratique fait qu'il y a une grosse part de mensonge contre lequel il faut toujours se battre. C'est là où, encore une fois, la philosophie prend toute sa place. C'est-à-dire, d'abord, il faut être plus préoccupé de ce que l'autre vous amène, de ce qui est reçu, que de ce que l'on donne. Même si ce que l'on donne est fondamental dans le cas de Gandhi. Mais où c'est pas de l'habileté. C'est ça ce n'est pas de l'habileté politique de sa part. Je crois que c'est un respect intrinsèque du paradoxe de l'obscurité de la conscience. Vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Il y a un champ d'égalité entre nous. Il faut que je vous ouvre les yeux comme moi j'essaie d'ouvrir les miens. Il faut que je vous ouvre les yeux comme moi j'essaie d'ouvrir les miens, disait Jacques Weber. Jacques Weber qu'on trouve d'ailleurs en ce moment dans une pièce de théâtre mise en scène par Isabelle Nanty avec Benabar au théâtre du Rond-Point. La pièce s'appelle « Quelqu'un comme vous » et c'est jusqu'au 10 avril. On peut dire, Irène Frein, que finalement, chez Gandhi, il y a cette volonté stratégique d'amener l'adversaire à récipicence tout de même. Ça n'est pas candide, l'attitude de Gandhi. Mais vous savez, il avait fait des études de droit en Angleterre. Il était très pétri de ses manigances avocacières. Et puis aussi, il faut voir ce que c'est qu'un avocat indien. C'est très financier. Churchill devenait fou quand il négociait avec Gandhi. Il sortait de là, il s'arrachait le peu qui restait de cheveux. Oui, en fait, Churchill était finalement la personne la plus vulnérable possible face à un Gandhi, puisqu'il avait en lui toute la force contenue, tout l'emportement que l'autre savait retourner. Absolument, mais ça, c'est ça aussi. L'Inde, c'est la patience. Vous savez, quand vous avez des tas de réincarnations devant vous, prenez votre temps dans les discussions. Alors, vous nous avez mis vraiment l'eau à la bouche avec une notion qui, pour moi, est très intéressante parce que j'avoue que je l'ignorais jusqu'à maintenant. Je me doutais bien que Gandhi, dans sa philosophie, n'était pas créateur entièrement, qu'il reprenait un certain nombre de traditions indiennes. Mais ce que vous nous dites, c'est que ces traditions, on les connaît parfaitement, elles existent. Et dans un ouvrage qui vient de paraître, il s'appelle « La forêt des 29 » chez Michel Lafon, vous nous parlez de votre personnage principal, Jambo, qui est en sorte
porte un Gandhi, mais alors un Gandhi d'il y a 5 siècles. Et de l'écologie, avant la lettre. C'est-à-dire qu'au cœur d'une catastrophe, Jambo se rend compte que tout est connecté dans l'univers et que si la catastrophe, une sécheresse, famine, suivie d'épidémies, si tout ça est arrivé, c'est parce que les hommes ont rompu le cycle de la nature. Donc il dit ce ne sont pas les dieux, mais ce sont les hommes. Reprenant en ça une réflexion des grands sages indiens les plus anciens qui mettaient la nature dans la Bhagavad Gita ou les Upanishads au centre de tout. Et à partir de là, il va avoir une réflexion collective, on dirait maintenant participative, avec tous ceux qui sont pris comme lui au milieu des dizaines de milliers de morts, et ils fondent une méthode de réflexion pour survivre la catastrophe. On va rationnellement aborder la nature, redonner sa place à l'homme qui n'est qu'un chaînon dans la nature et essayer de faire en petit pour transformer le grand. C'est magnifique ce que vous nous dites. Et donc c'est l'éco-citoyenneté avant la lettre, c'est une histoire vraie. Elle s'est passée au XVe siècle et elle aboutit à une révolte justement en 1730, totalement gandhienne avant la lettre, de 363 personnes qui ont donné la vie pour les arbres, étant sûr qu'à la 363e, ce qui s'est passé, eh bien le Maharaja renoncerait à la violence. Vous allez nous raconter cette histoire aussitôt après la publicité, Irène Frein. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Effectivement, encore quelques minutes au cœur de la culture, de la philosophie indienne. Franck, on vous retrouve avec votre invitée, la romancière Irène Frein. Irène Frein est l'auteur chez Michel Lafon de La forêt des 29. C'est au moins autant une étude philosophique et historique qu'un roman, Irène Frein. Oui, c'est les deux. C'est-à-dire que Jambo était un personnage historique. Jambo, je dis bien Jambo. Le nom de... Voilà. On dit aussi Jamboji, ce qui veut dire vénérable Jambo. Et donc, c'est un personnage historique. J'ai retrouvé une partie de ses déclarations qui étaient dans une langue très difficile à traduire actuellement. Et puis, j'ai suivi son parcours de sa maison natale, à la dune de l'Illumination, où il a fait ses premiers prêches, le lieu de la première communauté. Je retrouvais aussi nombre de communautés. Alors oui, qui sont ces 29 ? Expliquez-nous ça. Alors, ils suivent 29 principes, donc on les appelle les 29, ce qui se dit Bishnoi en hindi. Et donc, ce sont des gens qui ont mis l'arbre... Les 29 principes en question, c'est quel genre de principes ? Ce sont des principes de vie, des principes... Principes de vie très concrets, ouais. L'arbre au centre de tout, gestion rationnelle de l'eau, hygiène, on se lave tous les jours, on lave les enfants, on est végétarien, on protège les animaux, y compris sauvages. Vous êtes sponsorisé par Europe Écologie dans cette histoire ? Non, moi je suis une humaniste. Donc ils inventent l'écotaxe avant la lettre, 10% des récoltes données aux animaux sauvages. Moi je vous raconte des choses qui datent de 1485. Alors si Europe et l'écologie les reprend, eh bien grand bien nous fasse. Un peu de bon sens ne fait mal à personne. Et puis donc la femme est au centre également. Premier principe, congé maternité. 1 mois de congé à toute femme venant d'accoucher en 1485. Donc une modernité absolue. Et puis, au cœur de ça, l'arbre, évidemment, parce qu'on est dans des steppes semi-désertiques et l'arbre essentiel, qui est un acacia, donc on se bat retient l'eau. On se bat contre la destruction des arbres, notamment, parce qu'il y a une forte déforestation, il faut raconter ça. Il faut voir que cette façon de vivre nouvelle, sans Dieu, un Dieu sans image qui est la nature, est née d'une catastrophe. C'est-à-dire que ce que Jambo nous raconte, c'est que la catastrophe est notre meilleur professeur, à condition de garder notre calme, de tirer les enseignements de l'existant. Ça n'est pas une utopie, c'est une façon de vivre en harmonie. On retrouve tous les grands principes de non-violence, les principes certains du bouddhisme, d'autres d'une théorie voisine qui était le jaïnisme, mais tout ça en action parce qu'il s'adresse à des paysans illettrés, il s'adresse à toutes les générations, aux vieux, aux jeunes, etc., aux femmes, aux hommes, aux musulmans, aux autres, tout le monde est dans les mêmes communautés et simplement il refuse d'aller voir les puissants, ni que les puissants demandent conseil. Quand l'un d'entre eux, le Maharaja de Bikaner, vient, il dit non, on est très bien comme on est. On n'a pas besoin, en fait. Oui, voilà. Et il dit aux siens, méfiez-vous des puissants, mais surtout n'attendez rien d'eux. Comptez sur vous-même, appel à la responsabilité. Alors, notre vénérable Gandhi, notre Gandhiji d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a tiré de cette philosophie-là ? Il la connaissait.
Parce qu'il la connaissait parce que à Port Bandar, sa ville natale, il l'avait connue. Par quel biais? Par les Jaïns, qui sont voisins des bouddhistes et qui étaient des renonçants, des sortes de moines itinérants qui allaient sur les routes. Et Jambo lui-même est allé sur la route, il était illusionniste, c'est là qu'il les a connus, au milieu de ses amours que je raconte, de ses parce rêves que c'est une vie c'était un très grand roman d'aventure, en même temps il y a de l'amour, il y a des tumultueuse, des grosses épreuves. Oui, mais de la même façon que Gandhi, vous avez parlé de l'épouse de Gandhi, il a eu des relations très très tourmentées, il a voulu la battre, il a été violent avec elle. Et on les a même séparés quand ils étaient absolument. jeunes. C'est l'idée indienne qu'on ne devient sage, et puis c'est une idée de bon sens que quand on est passé par l'errance et la folie, et ça a été le cas de Gandhi, ça a été le cas de Jambo, y compris en matière sexuelle et en matière de rêve de richesse et de célébrité. Vérité, ouverture, tolérance aussi, la règle d'or de la conduite et la tolérance mutuelle, car nous ne pensons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Cet extrait de votre ouvrage sur Gandhi, qui s'appelle donc Gandhi, la liberté en marche, chez Timée Éditions, et puis donc ce nouveau roman extraordinaire, La forêt des 29, d'Irène Frein, aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup Irène Frein de nous avoir éclairé sur cette extraordinaire personnalité du Mahatma Gandhi. Bonjour Faustine. Bonjour Franck, bonjour à tous. En ce vendredi après-midi, nous allons nous tourner vers les enfants et plus particulièrement vers la presse enfantine. Dans un premier temps, nous parlerons des langues étrangères. À partir de quel âge pensez-vous qu'il est important de commencer l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue? Pensez-vous que les livres bilingues, les dessins animés traduits aient une incidence sur l'apprentissage des plus jeunes? On va en parler. Puis dans la deuxième partie de cette émission, un thème d'actualité, on va évoquer le regard des plus jeunes face aux événements récents de l'actualité, catastrophe naturelle au Japon, conflit armé en Libye, de quelle manière répondre aux questions des enfants, quel regard portent les quotidiens qui leur sont destinés, quels sont les mots employés pour ne pas qu'ils paniquent. On en parle au 39 21. Et Franck, je vous invite à écouter mon billet d'humeur attentivement. Merci Faustine. Et nous, à lundi, Julia, pour de nouvelles aventures. Dimanche même, je crois savoir, parce que vous êtes l'invité de Jackie Gallois dans 100% Europe 1 de 14h à 15h sur Europe.